Composé d'une succession de plages au sable blond, entrecoupées d'un rivage aux roches multicolores, le golfe du Valinco est le plus méridional de la façade ouest de la Corse. Sa principale localité, Propriano, est nichée bien à l'abri tout au fond de la baie. Riche d'un passé préhistorique prestigieux, la région est aujourd'hui davantage tournée vers la mer. Les pêcheurs profitent de la manne généreuse que leur offrent les eaux poissonneuses du Valinco. Mais tous n'ont pas pour objectif la capture de poissons et de crustacés. Au bout du quai, un bateau attend patiemment le retour de son équipage, prévu pour le lendemain matin. Allez. Robert, pêcheur de corail, et Sébastien, son marin, embarquent comme chaque matin à bord de l'Alboran. Et voilà, ça y est, on est parti. Malgré que le temps ne soit pas très clément, aujourd'hui on est sous la pluie, mais l'eau ça ne nous a jamais fait peur. On y est 50% de notre vie sous l'eau, donc c'est pas un souci. La mer est calme, tout va bien. La pêche au corail, j'y suis venu tout jeune, j'avais pas 19 ans. Et c'est grâce à un ami qui lui pêchait déjà le corail depuis pas mal de temps. Et donc je suis parti sur ses traces, donc j'ai commencé à pêcher avec lui. Et effectivement, j'ai été piqué du virus de la pêche au corail. Et depuis, ça fait 37 ans que je pêche au corail. Bon voilà, là, nous sommes arrivés sur le site de pêche que j'ai choisi. On est derrière au Porto-Polo, à la sortie du golfe du Valinco. Je suis en train de m'approcher le plus possible du rocher que je viens de repérer afin d'y positionner un balisage. Et voilà. Je n'ai pas l'appréhension, je n'ai pas de l'appréhension avant de plonger. Parce que si j'avais une appréhension, si un jour j'avais une appréhension, j'arrêterais de plonger, j'arrêterais de pêcher le corail. Parce que tous les plongeurs qui ont malheureusement insisté alors qu'ils étaient anxieux, ils sont plus de ce monde pour en parler malheureusement. Gonflés à 350 bars, les 5 blocs qui équipent le corailleur totalisent un poids de près de 100 kg. Après 3 minutes de descente dans le bleu, Robert atteint la profondeur de 65 mètres. J'étais très jeune, j'avais 22 ans et on plongeait très profond à l'air à l'époque. Pour vous dire, à 107 mètres à l'air, j'avais fait 12 minutes au fond et je me suis évanoui carrément. Et je me suis réveillé dans 30 mètres de profondeur, dans un panache de bulles. Et là, je me suis rendu compte que j'étais en train de mourir, tout simplement. Donc, j'ai vidé ma stab et j'ai terminé mon palier. Et aujourd'hui, je suis là, effectivement, pour vous raconter mon histoire. Pour garder toute sa valeur, la branche doit être cueillie intégralement à petits coups de martelette. Car ce trésor tant convoité a pris tout son temps pour parvenir à une taille respectable. Le corail met du temps à pousser, à grossir, et il faut lui laisser le temps. Donc il faut qu'on ne scie pas la branche sur laquelle on est assis. Étant donné que la pêche au corail est une pêche sélective, on essaye de prendre les branches les plus grosses, de laisser les plus petites pousser, tout simplement.
ensuite, évidemment, on le négocie avec des acheteurs qui se trouvent dans la région de Naples, à 15 km de Naples. C'est un petit village qui s'appelle Torre del Greco, qui est au pied du Vésuve et qui exerce la transformation et le commerce du corail depuis, je crois savoir, depuis plus de 500 ans. Donc ils achètent, ils transforment et ils revendent le corail transformé dans tous les pays de la planète, en Chine, au Japon, en Inde, aux États-Unis, en Allemagne, en Europe, enfin, etc., de partout dans le monde. Là, on suit les bulles pour être toujours en contact le plus proche possible du corailleur. Donc en général, quand c'est des petites bulles comme ça, c'est qu'il est en train de travailler, qu'il a trouvé du corail. À 17 km au sud-ouest de Propriano, le petit village marin de Campomoro est lové au creux d'une magnifique baie abritée des vents dominants. Au sud de Campomoro, le rivage se transforme en une étonnante galerie de sculptures naturelles. Le long du rivage, de terribles tempêtes ont exploité vents, pluies et vagues colossales pour façonner un granit pourtant coriace au gré de leurs caprices. Siècle après siècle, l'érosion a patiemment arrondi, poli, creusé, fissuré et même perforé la roche, créant un paysage insolite dont la beauté sauvage est aujourd'hui classée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Sous les eaux turquoises et cristallines qui baignent le golfe du Valinco, le relief tourmenté de la côte se prolonge de plus belle, offrant à la faune marine un biotope de tout premier choix. La richesse de la baie fixée, les nombreuses cavités à la pénombre rassurante et l'abondante couverture végétale constituent un environnement idéal pour toutes sortes de poissons. Quant à l'architecture, elle s'accorde parfaitement au relief mouvementé de la surface. Certaines sculptures sont monumentales, comme cet édifice dont le sommet figure une gigantesque gargouille auréolée d'une nuée de castagnols. Là aussi, la roche est perforée de fenêtres naturelles, aux contours tapissés d'éponges et d'anémones. Mais c'est la pénombre des profondeurs qu'il faut explorer pour découvrir l'un des plus précieux trésors de la Grande Bleue, l'or rouge. Il n'est pas toujours facile d'apercevoir l'objet de tant de convoitises.
car le Corallium rubrum, ou plus familièrement corail rouge, se cache. Adepte des zones à faible luminosité, l'espèce colonise grottes, failles et surplombs, abritées d'une lumière trop violente. Le rouge vermillon, caractéristique du corail méditerranéen, ne se dévoile que sous le faisceau d'un phare puissant. Ainsi, en lumière naturelle, il s'intègre et disparaît dans le paysage. Fixé à la paroi, le corail rouge est tributaire du courant pour se nourrir. C'est pourquoi les colonies s'installent volontairement dans des zones où l'architecture provoque une accélération du mouvement de la mer, comme les goulets et les passages étroits où les particules nourricières circulent généreusement. Durant les périodes pendant lesquelles le corail s'alimente, il s'épanouit en centaines de petites corolles blanches. Ce spectacle féerique est à l'origine de l'expression « corail en fleurs ». Alors, le corail appartient à la famille des cnidaires, le grand groupe des cnidaires, dans lequel on va retrouver des organismes extrêmement variés, comme les méduses, comme les coraux, ce qui forment les grandes barrières de corail, comme les anémones, comme les gorgones. Et le corail, c'est avant tout une colonie, c'est-à-dire que c'est un squelette bien connu, utilisé par les joailliers, qui est créé par une colonie de polypes, chaque polype ressemblant à une petite anémone. Docteur en biologie marine depuis 1984, Pierre Lejeune étudie le comportement de nombreuses espèces méditerranéennes, parmi lesquelles le corail rouge. Il dirige la Starezo, une station de recherche océanographique et sous-marine située sur la presqu'île de la Revelata, tout près de Calvi. Le corail rouge est un animal à croissance extrêmement lente. On peut considérer qu'une jolie branche, elle commence à pouvoir, par exemple, commercialiser chez les joailliers. C'est une branche qui a au moins 25 ans, donc un quart de siècle. Une très belle branche de corail peut être centenaire. Donc on parle en décennies quand on parle du corail. Et la plupart des branches de corail qu'on peut être amené à rencontrer, notamment chez les bijoutiers, sont des branches de corail dont l'âge se compte certainement en dizaines d'années. Cette lente évolution ne peut qu'augmenter la valeur que l'on accorde au précieux animal. Mais Pierre et son équipe de chercheurs ont tenté de mesurer avec précision sa vitesse de développement. Il y a deux types de croissance, la croissance en hauteur et la croissance en diamètre, c'est-à-dire l'épaississement de la colonie, qui va faire qu'en joaillerie, éventuellement, on aura des branches importantes qu'on pourra travailler. En gros, le corail que nous avons étudié dans la baie de Calvi croît d'environ 0,2 mm par an, donc 2/10 de millimètre par an en diamètre, ce qui est évidemment extrêmement faible. Et il croît de quelques millimètres en structure verticale. Bien que jouissant d'une espérance de vie séculaire, comme tout animal, le corail rouge doit assurer sa descendance. C'est un animal qui va produire à la fois des gamètes mâles, disons des spermatozoïdes, et des gamètes femelles, des œufs, qui sont libérés dans la colonne d'eau. Et ces gamètes vont être fécondées pour former une petite larve qui s'appelle la larve planula, qui est une larve planctonique, qui va venir se fixer sur les rochers. Par exemple, sur cette branche de corail, elle s'est fixée ici. Et elle va tranquillement redévelopper une colonie, c'est-à-dire un petit squelette qui va la fixer au rocher. Et cette colonie, composée de ces polypes, donc des toutes petites anémones, formées à partir de cette larve unique au départ, qui va faire croître ce squelette et à la périphérie de ce squelette, l'animal vivant. En explorant attentivement les encorbellements du coralligène,
où se réfugient les buissons rougeoyants, vous aurez peut-être la chance d'observer un phénomène exceptionnel. Une colonie à la blancheur immaculée. Victime d'une anomalie pigmentaire, ce brin de corail albinos est rarissime. En revanche, les taches blanchâtres qui recouvrent certaines colonies sont plus inquiétantes. Certaines colonies aujourd'hui observées par les plongeurs présentent des nécroses ou manifestement donnent l'impression d'être malades. Ça peut se produire de manière naturelle dans certaines situations. Mais quand c'est en train de se généraliser dans certains lieux, on a affaire au fait que l'animal est affaibli pour une raison ou une autre. Cet affaiblissement, on le connaît bien aussi chez d'autres cnidaires comme les gorgonaires, comme les gorgones de manière générale. Par exemple, le corail est un animal qui est plutôt un animal à affinité d'eau froide, ou en tout cas d'eau tempérée. Et lorsqu'il se retrouve dans des eaux chaudes pendant des périodes relativement longues, par exemple le corail superficiel aujourd'hui peut être affecté par le réchauffement des eaux de surface, eh bien ce corail s'affaiblit. Et lorsqu'il s'affaiblit, c'est comme tout animal sur cette terre, il peut attraper des maladies comme des virus ou des bactéries qui vont l'infecter et qui vont provoquer, par exemple, ce type de nécrose que l'on peut observer. Et suivant l'importance de la nécrose et suivant l'importance de l'affaiblissement de l'animal, ça peut aboutir au fait qu'il y aura une récupération dans le temps ou la mortalité, tout à fait comme le cas d'un n'importe quel animal qui peut être affecté par une maladie. Quand le corailleur aura fini sa pêche, il va envoyer un parachute. Donc là, on va le récupérer, le parachute. Il y a le panier de corail qui est en dessous. Donc on récupère le panier de corail, bien entendu. Après, je vais lui envoyer un plomb d'une 30aine de kilos pour qu'il puisse faire son palier. Et là, sur la corde où il y a le plomb, je vais pouvoir envoyer le narguilé avec l'oxygène, l'air, le mélange 40-60, ainsi que l'eau chaude et le micro pour rester en contact avec lui. « 40 minutes se sont écoulées depuis l'immersion de Robert. Sa lente remontée pour effectuer les indispensables paliers de décompression va durer 1h30. Le commandant Cousteau, qui quand même est une référence, a trouvé du corail en Méditerranée jusqu'à 400 mètres de profondeur. Aujourd'hui, on a travaillé, nous les corailleurs, on a fait de la prédation de 0 à 100 mètres, on va dire 120 pour les meilleurs, mais enfin bon. Donc il reste encore la zone de 120 à 400 mètres où le corail pousse en toute quiétude et sans prédation. Donc ce qui veut dire que le corail n'est pas une espèce en voie de disparition et il y a un avenir certain pour celui qui ira le chercher là où il se trouve. Robert refait enfin surface. Mais il n'est pas au bout de ses peines. C'est mieux qu'hier, qu'avant-hier. Il n'a que 3 minutes pour s'engouffrer dans son caisson, où il devra patienter encore 1 heure. La lumière. Un moyen qui lui permet d'achever sa décompression bien au sec, tout en regagnant le port. C'est quelque chose de très ancien, l'exploitation du corail. Au moins depuis l'époque romaine, c'est un organisme qui est collecté par divers moyens. Il y avait la fameuse croix de Saint-André, qui était une croix de bois avec des morceaux de filet qui étaient traînés sur le fond et qui, malheureusement, devaient dégrader considérablement à la fois les colonies de corail, mais aussi d'autres organismes sur le fond. Aujourd'hui, les corailleurs sont beaucoup moins nombreux. Ils pratiquent la collecte du corail en plongée. Ce qui leur permet de sélectionner le type de corail qu'ils vont prélever. Et on travaille beaucoup, nous les scientifiques, avec eux aujourd'hui, pour les amener à un développement durable de cette pêcherie,
de façon à ce qu'il prélève les bonnes tailles de corail. Il faut laisser un peu de grand corail parce que c'est le plus fécond. Il faut aussi laisser le petit parce qu'il n'est pas exploitable. Et donc tout ça nécessite un peu une pêche chirurgicale. En Corse, par exemple, le corail superficiel n'est pas exploité. On ne le pêche qu'à partir de 50 mètres de fond. Donc les populations superficielles, en principe, ne doivent plus être affectées. Le corail n'est pas une espèce en voie de disparition. La meilleure des preuves, c'est qu'aujourd'hui, nous en vivons encore. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, il y a des zones qui n'ont jamais été exploitées. En Méditerranée, vous avez le plateau d'Alboran qui n'a jamais été exploité. En Algérie, il y a des zones au large de l'Algérie, des plateaux qui sont richissimes en corail, qui n'ont jamais été exploités. Vous avez le plateau de Pantellerie, des Escarquis, etc., qui sont entre la Tunisie et la Sicile, qui n'ont jamais été exploités, enfin, ou très peu. Pour la bonne raison, ce sont des plateaux qui sont à 70 000 au large, en plein milieu de la mer. L'avenir du corail est un peu particulier. Bon, ce n'est pas une espèce qui risque de disparaître comme certaines espèces emblématiques comme le panda ou d'autres espèces comme ça. Pourquoi ? Parce qu'elle va se nicher à de grandes profondeurs, dans des grottes, et dans des endroits qui sont relativement inaccessibles. Donc en tant qu'espèce, elle n'est pas véritablement en danger. Par contre, effectivement, c'est un animal qui va subir deux influences qui peuvent altérer sa population. D'une part, les corailleurs, s'ils n'adoptent pas des comportements de pêche durable. En Corse, on y travaille beaucoup et on s'oriente plutôt dans cette direction-là, mais ce n'est pas partout comme ça. Et par ailleurs, c'est un animal qui manifestement aujourd'hui est sous l'influence du changement climatique global, et en particulier, les colonies qui vivent à faible profondeur ne semblent pas bien supporter le réchauffement des eaux superficielles. Alors, les actions ne sont pas faciles. Il peut y avoir des actions extrêmement ponctuelles. Par exemple, en Corse, des actions ont été menées dans la réserve de Scandola, qui consistait à essayer de voir si l'on prend des colonies affectées par le réchauffement des eaux de surface et qu'on les transporte et qu'on les réimplante dans des zones plus profondes, essayer de voir si elles sont capables de récupérer. Ce sont des essais qui sont en cours. Mais c'est évidemment des essais qui sont ponctuels. On ne peut pas imaginer faire ça pour toutes les colonies de corail existant dans les eaux superficielles de la Méditerranée. Évidemment, les autres actions qu'on peut tenter de mener, c'est d'essayer de convaincre la Terre entière que le réchauffement climatique global, ou en tout cas que le changement climatique global n'est pas une bonne chose. Mais évidemment, ce n'est pas tout à fait simple, puisque là, on s'adresse à une problématique qui n'est plus locale, mais qui est véritablement globale. Eh bien, mission accomplie. Il est sain ce corail, tu as vu comme il est sain hein, ça. Eh bien, que le bon Dieu nous en donne tous les jours autant, hein. Voilà. Hein. Jusqu'à la fin. Une fin qui, espérons-le, sera heureuse. Car si la nature a confié ce précieux trésor aux profondeurs marines du Valinco, elle attend des hommes qui le protègent avec force. Ainsi, comme depuis l'Antiquité, nos descendants pourront à leur tour admirer l'or rouge du Valinco.